Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de À cœur ouvert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le nouveau directeur général de l'ICCN, M. Olivier Moucheté. C'est avec lui que nous allons essayer d'aborder la question de la conservation. Quelle est sa politique? Comment il envisage, comment il entrevoit même l'avenir de l'ICCN? M. Olivier Moucheté, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir en premier surtout sur mon plateau pour essayer un peu de parler des questions de la conservation de la nature parce que vous êtes le nouveau directeur général de l'ICCN. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'entrée de jeu, je voudrais quand même préciser que je suis directeur général par intérim. Donc la confirmation définitive n'a pas encore été faite. Et entre-temps, avec mon adjoint, puisque nous avons été nommés à deux, un directeur général et un directeur général adjoint, tous les deux par intérim, nous avons déjà pris nos fonctions et nous avons commencé à travailler. Super. Comment vous vous sentez dans la peau d'un directeur général de l'ICCN? Bien que c'est ad intérim quand même. Oui, mais bon, de toute façon, il y a une mission à accomplir et donc on s'y est engagé, mon adjoint et moi-même, à 100%, je peux vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, que nous héritons d'une certaine situation sur laquelle la première étape a été, elle n'est pas terminée, de faire un état des lieux général de la situation. D'abord pour les aspects strictement humains. Donc à l'ICCN, comme vous le savez, il y a plus de 3800 agents, dont plus de 80% sont en fait des éco-gardes qui sont sur le terrain et qui sont une catégorie de personnel qui paye un lourd tribut au travail de conservation de la nature, puisque certains d'entre eux décèdent. Et c'est l'occasion ici, comme toujours, de leur rendre hommage pour ceux qui ont payé la conservation de la nature par leur vie, mais pour tous les autres qui restent aujourd'hui en service et en action. Donc je voudrais ici leur rendre un vibrant hommage parce qu'ils sont le moteur de ma motivation. Je suis assez persuadé qu'en organisant correctement le travail des gens qui sont sur le terrain, ça va résoudre de nombreux problèmes opérationnels sur le terrain. Est-ce que vous vous attendez quand même à cette nomination? Écoutez, la nomination qui arrive ici, pour moi, à titre personnel, quelque part, est un peu l'aboutissement d'une longue carrière. Parce que là, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille sur le plateau des Batéké ici à Kinshasa. Et justement, hommage aussi à mon prédécesseur, parce que quelque part, c'est grâce à lui que j'ai intégré l'ICCN, puisque j'ai été pendant 9 mois le directeur chef de site de Bombolomene. Et je dis 9 mois parce qu'en fait, depuis 3 mois, j'étais un coordonnateur à la KfW, la banque de développement allemande, qui elle-même m'a engagé parce que justement, j'étais à l'ICCN. Donc si vous voulez, tout ça, c'est un peu l'aboutissement d'une longue carrière. Et pour ceux qui me connaissent, je suis jusqu'à présent le seul Congolais qui a planté une forêt qui est inscrite au mécanisme de développement propre de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Et ce projet qui a été mis en place par la société Novacel, une société familiale congolaise, est jusqu'à présent le seul en République démocratique des Congo qui a généré des crédits carbone qui ont effectivement bien été payés. Donc si vous voulez, toute cette expérience-là m'a donné à moi d'abord une expérience professionnelle très pointue sur les grandes questions de conservation, sur les grandes questions aussi des perturbations climatiques et leur corollaire qui est le stockage du carbone, les préoccupations de réduction du taux de déforestation lié aux forêts. Tout ça sont des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps moi maintenant. Très bien. Alors, des plateaux des Batéké à l'ICCN, vous avez donc une politique. Merci beaucoup pour la question parce que du plateau des Batéké à l'ICCN, il n'y a qu'un pas. Et c'est un pas qui a été franchi grâce à Bombolomene. Donc d'abord au nom de ma tribu, de ma famille et de mon ethnie, je suis bien sûr très fier parce que c'est quand même une consécration. Le week-end prochain, je serai pour la première fois à Bankana depuis que j'ai été nommé. Donc je sens qu'il va y avoir une grande fête quand même. Oui. Je dis le week-end prochain, c'est demain en fait, ça ira très vite. Alors en termes de vision et de mission, il est
il est de bon ton de rappeler ici que l'ICCN est quand même un gros appareil de l'État. Comme son nom l'indique, c'est un institut congolais pour la conservation de la nature. Et c'est un appareil qui existe depuis déjà plus d'une quarantaine d'années, en fait institutionnellement dans notre pays, et qui est à la tête d'un patrimoine foncier qui représente au total à peu près 25% de la surface totale du territoire national, quoi. Donc c'est quand même une très très grande responsabilité, et un tel espace, un tel patrimoine, y compris non seulement les aspects de biodiversité avec toutes les composantes animales et végétales, mais aussi bien sûr les hommes qui vivent en milieu rural chez nous, et justement très souvent à proximité de nos parcs et nos réserves. Comme j'ai eu tout à l'heure un hommage particulier pour nos écogardes, j'ai aussi un hommage particulier pour nos populations autochtones, pour nos communautés locales, qui sont en fait les premiers surveillants de la nature congolaise. Et si aujourd'hui, par rapport à cette mission de surveillance, nous constatons des dérives, elles sont liées à tout un contexte dont c'est notre mission à l'ICCN de corriger le tir, quoi, si vous voulez. Et là, je peux prendre un exemple très concret. D'abord, c'est le principe de l'agriculture sur abatis brûlis. Aujourd'hui, c'est cette pratique-là qui est la cause numéro 1 de l'émission de CO2 dans notre pays, y compris évidemment les aspects de destruction forestière. Donc il faut trouver des modèles, et c'est ce que nous avons fait à Ibibateke, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'ils ont fait sur Mampu, sur Ntsio, des approches d'agroforesterie qui permettent d'orienter les communautés locales vers une activité positive, durable, quoi. Donc aujourd'hui, en étant à la tête de l'ICCN, nous avons la possibilité de reproduire ces modèles à très grande échelle. Donc ça me semble très important en termes de vision de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cet espace. Alors à côté de ça, la deuxième grande préoccupation, c'est évidemment l'intégrité des territoires. Parce que, comme je le disais à l'instant, les aires protégées, ça représente 13,5% du territoire national, plus aussi bien sûr les zones tampons qui sont dans leur périphérie. Mais finalement, les frontières de tous ces espaces, elles se trouvent où? Où est la limite? Quand est-ce qu'on est dedans? Quand est-ce qu'on n'est pas dedans? Et encore une fois, en milieu rural, ce sont des préoccupations qui nous amènent en droite ligne sur les grandes questions de la gouvernance coutumière. Quelle est l'efficacité des communautés locales, et quelle est l'efficacité des chefs coutumiers sur place pour faire respecter les limites des territoires? Donc nous avons là une grande question aussi qui préoccupe tous les Congolais, d'ailleurs, de savoir où est la limite de ma parcelle. Donc nous travaillons aussi là-dessus à très grande échelle. Alors je n'oublie pas, bien sûr, dans la mission fondamentale de la conservation de la biodiversité. Donc là aussi, ça passe par l'éducation de la population, que les gens prennent conscience, et à mon avis, cette conscience, elle existe déjà, donc il s'agit en fait de la réveiller et de la mettre en valeur dans un contexte moderne, mais cette importance de préserver la nature dans laquelle nous vivons. Nous devons profiter d'avoir un bel appareil comme l'ICCN pour travailler en profondeur sur la révision du paradigme de la relation entre l'homme et la nature. Nous sommes ici des Congolais, bientôt une centaine de millions de personnes qui vivons sur 2,5 millions de kilomètres carrés. Et nous avons cette chance extraordinaire que dans notre pays, nous avons encore une très grande surface de forêt. Nous avons un réseau hydrographique qui est parmi les plus grands au monde. Et je vous passe les diversités de la flore, de la faune, dont nous sommes dans plusieurs chapitres premiers au monde. Et donc aujourd'hui, il s'agit de dégager la vraie valeur de tout cet espace de biodiversité. C'est là-dedans que je vois le fond de la mission de la direction de l'ICCN. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique? D'autant plus que l'ICCN ne reçoit pas grand-chose du budget national. Alors, d'abord la question, est-ce que nous avons les moyens? Un des plus grands moyens, c'est déjà la détermination. Et je peux vous garantir que nous sommes déterminés. Donc ça constitue déjà une ressource fondamentale pour aller de l'avant. Nous avons la chance d'avoir une belle panoplie de partenaires assez puissants, des Occidentaux,
Je pense évidemment à l'Union européenne ou à la coopération allemande qui est très active sur l'environnement, évidemment les Américains, etc. Donc toutes ces aides bilatérales et multilatérales viennent en appui à la démarche de la conservation de la nature. Maintenant, pour ce qui concerne la dotation des ressources internes, ça fait partie évidemment des axes de travail sur lesquels nous allons nous engager, parce que comme vous le savez très bien, le chef de l'État a mis la conservation de la nature et l'environnement parmi ses grandes priorités, et donc selon toute logique, ces priorités devraient se traduire maintenant dans des actes concrets en termes d'allocation budgétaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons déjà près de 4000 agents qui sont des fonctionnaires de l'État en fait, hein, donc la plus grande majorité sont effectivement mécanisés. Alors il y a encore un pourcentage, à peu près 25%, peut-être un petit peu moins, qui ne sont pas encore mécanisés. Donc ça fait partie justement des engagements financiers, budgétaires de l'État. Donc nous allons y travailler. Mais je suis assez confiant. Comme vous le savez, nous avons 3 ministères de tutelle qui sont des grands ministères, ministère de l'Environnement, ministère du Tourisme, le ministère de la Défense nationale, qui est en connexion directe avec le corps PPN. Et donc, tout ça est très fortement lié à la question que vous m'avez posée à l'instant au sujet des ressources qui sont disponibles et des moyens qui sont disponibles. Donc je suis assez confiant qu'en mettant de l'ordre dans tout ce dispositif et en nous assurant que les bonnes ressources sont effectivement bien attribuées là où on les attend, on va augmenter considérablement les performances de la gestion de l'institution. Mais quand vous dites que vous allez mettre de l'ordre, vous faites allusion à quoi concrètement? Alors dans la situation que nous trouvons en place sur le terrain, il y a un certain nombre de manquements qui sont constatés justement dans l'allocation des ressources. Et pour être en clair, ça veut dire que nous sommes occupés en ce moment même, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais à retracer les filières de financement pour être mieux au courant de qu'est-ce qui finance exactement quoi. Donc nous constatons là une certaine opacité. Donc ça doit être réglé. Ça fait partie aussi d'ailleurs des priorités du chef de l'État, parce que nous ne sommes pas la seule administration confrontée à ce genre de problème. Donc effectivement, on va travailler là-dessus. Mais encore une fois, l'aspect très spécifique de l'ICCN fait que nous travaillons avec des partenaires internationaux dont les règles de fonctionnement sont extrêmement strictes, quoi. Et donc pour cet aspect-là des choses, je peux dire que la situation est plutôt favorable. Maintenant, à côté de ça, nous avons d'autres sources de revenus qui sont parfois plus difficiles à tracer. Donc là, il faudra absolument s'y mettre. Je pense par exemple à la filière CITES. Hein, donc la protection des espèces protégées. Sur ce volet-là en particulier, il faudra que nous soyons très très attentifs pour beaucoup mieux comprendre quelles sont les sources de revenus et comment ces revenus sont alloués dans le fonctionnement. Donc là, je peux vous dire qu'une enquête est en cours, donc on va tout mettre à plat. Vous allez faire appel à l'IGF? C'est fortement probable. Maintenant, si nous recourons à ce dispositif, je pense que l'instruction viendra de plus haut que moi, pour la bonne et simple raison que moi je ne peux pas être juge et partie. Moi, pour faire mon travail correctement, je vais avoir besoin d'avoir une situation extrêmement claire dans laquelle je ne peux pas, bouger les choses tant que ce n'est pas mis à plat. Et donc je pense qu'il reviendra à mes autorités de tutelle de prendre les initiatives pour que les enquêtes soient mises en place le plus rapidement possible en attendant en évitant que la situation se détériore et qu'on n'arrive plus à la contrôler. Mais je peux vous rassurer que pour l'instant, la situation est sur contrôle, mais ça nous sera vraiment très utile d'avoir effectivement un dispositif d'audit extérieur qui vienne bien clarifier la situation. Super. Mais justement, vous héritez d'un établissement étatique qui a vu les différents départements être familiarisés. Alors, vous allez recourir au déboulonnage du système ou vous allez continuer à travailler avec ce système qui a existé? Écoutez, encore une fois, mon prédécesseur a eu à gérer l'institution pendant de longues années. Et donc, je vais dire de manière presque naturelle, c'est installer un dispositif de gestion qui correspond à sa personnalité.
il se trouve que moi j'ai un dispositif de gestion qui correspond à une autre personnalité. Et donc mes règles de conduite sont la transparence, sont le respect des lois et des règlements. Ma règle de conduite est aussi de faire confiance aux individus. Vous parliez tout à l'heure des ressources. Parmi les individus que je trouve en place aujourd'hui dans l'institution, je peux vous dire que certains d'entre eux ont des grandes qualités. Donc on ne peut pas se permettre de se priver de ces ressources au nom d'une quelconque familiarisation ou réseau sombre, etc. Donc laissons-nous le temps d'avancer dans le dispositif que je trouve en place. Ce qui est bon, nous allons le garder et l'encourager. Ce qui pose problème, nous allons progressivement l'écarter. Mais il est hors de question que je m'engage dans un genre de chasse aux sorcières. Ce n'est pas ma mission, on ne m'a pas instruit de faire ça, donc ce n'est pas comme ça qu'on va procéder. Je dirais plutôt que nous allons faire une règle de conduite de récompense aux résultats. Vous suivez les règles, vous obtenez les résultats qu'on attend de vous, on va vous encourager. Vous écartez de cette voie-là, on va vous écarter. On pointe du doigt l'ICSN dans la violation des droits de l'homme. Notamment, vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans la Salonga et ça se passe aussi également comme ça dans d'autres aires protégées. Quelle sera votre politique pour essayer de rapprocher les communautés aux éco-gardes et qu'il y ait vraiment un lien de familiarité? Très bien. En fait, pour ce qui concerne la grande question des droits de l'homme au sens large, nous allons en faire notre cheval de bataille, parce que c'est extrêmement important. J'estime que si nous voulons réussir la difficile mission de la conservation de la nature, c'est avec les hommes qu'on va réussir ce défi-là. Et donc les hommes doivent être placés dans les meilleures conditions possibles d'exprimer leur savoir-faire. Et ceci à tous les niveaux, qu'on soit à l'intérieur de l'ICSN ou qu'on soit à l'extérieur de l'ICSN. Et donc un des chapitres très importants de mon travail va être de réussir à réconcilier l'intérieur et l'extérieur. Et donc par une implication forte des communautés locales dans les dispositifs de gestion de l'environnement, je pense que nous pouvons réussir ce difficile défi de mieux protéger ces espaces par l'implication des communautés. Et je peux déjà vous faire la confidence, j'ai reçu ce matin dans mon bureau le directeur Patrick Saïdi, justement représentant des communautés locales, et nous avons posé les bases d'un partenariat beaucoup plus fort que ce qu'il n'a été par le passé. Donc vous voyez, avec ça on va déjà poser les premières bases. Ensuite vous avez évoqué dans votre question le clivage entre les communautés locales et les éco-gardes, etc. Une des politiques, ce sera justement d'intégrer des membres des communautés locales au sein des éco-gardes de façon à ce que ce mariage soit beaucoup plus intime, beaucoup plus étroit. On va aussi travailler beaucoup sur la question du genre. Je tiens très particulièrement à ce que les femmes soient beaucoup mieux associées même au métier d'éco-garde. Nous en avons déjà quelques-unes, même au sein du corps PPN, qui sont des femmes remarquables. Et le fait d'avoir des femmes dans l'équipe, ça a déjà été prouvé par ailleurs dans le monde, et augmente le succès des performances sur le terrain. Donc nous allons travailler sur cet aspect-là des choses également. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur l'aspect de la CITES, parce que vous l'avez évoqué. Quelle sera votre politique justement pour rentabiliser les espèces des faunes ou des flores dans les aires protégées qui peuvent être exportées ou vendues par les nationaux? Comme je le disais à l'instant, ma ligne de conduite, c'est le respect des règlements et des lois. Le CITES est un règlement, c'est un règlement de commercialisation. Et nous, République démocratique du Congo, nous sommes membres de ce dispositif de protection de la commercialisation des espèces protégées, et c'est notre mission à nous de l'ICSN de faire en sorte que ça marche comme ça. Alors comme je le disais à l'instant, je constate que certains départements fonctionnent convenablement, je constate que d'autres départements sont en dessous des performances qu'on peut attendre d'eux. C'est justement le cas du CITES. Je peux vous faire la confidence que ça ne fait que 3 semaines que je suis là, donc je ne suis pas encore rentré en profondeur dans cet aspect-là des choses. J'ai une séance de travail avec le coordonnateur national du CITES lundi à mon cabinet, et nous allons mettre les choses à plat avec lui pour créer le cadre qui va permettre de démarrer sur des bonnes bases. Alors comme vous le savez, l'année dernière, en juillet 2020,
le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le ministère des Finances, a sorti une loi de tarification qui a été, selon mon point de vue, mal interprétée comme étant une loi d'autorisation d'abattage. J'ai lu le texte de A jusqu'à Z, je vous signale qu'il y a 350 pages. Je ne trouvais nulle part qu'il y avait une autorisation d'abattre quoi que ce soit. C'est une loi de tarification. Et donc, il faut faire une distinction très très claire entre aujourd'hui vous êtes autorisé d'abattre et aujourd'hui voilà le prix que vous devez payer si jamais vous abattez. Ça ne veut pas dire que vous êtes autorisé d'abattre. Hein. Donc il faut bien faire ça justement, ça crée déjà une confusion parce qu'il y a de ceux qui pensent que en mettant à la disposition du commun des mortels cet arrêté, on autorise justement à abattre n'importe quoi. Oui. Mais vous savez très bien, mon cher ami, qu'il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi. Hein. Et donc, ce n'est pas parce qu'on met un tarif que d'office on autorise. Donc, si je comprends bien, vous soutenez cet arrêté? Je n'ai pas dit ça non plus. Parce que, de toute façon, nous avons effectivement besoin des arrêtés de tarification et la loi de juillet 2020 a remis à jour un tarif qui était obsolète. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, mais ça énumère plusieurs milliers d'espèces animales et végétales. Donc c'est vraiment très fastidieux. Et on a extrait de ça les espèces les plus emblématiques, les hippopotames, les éléphants. On a mis le prix des gorilles à 1 500 $. Alors il est clair que ce que j'endosse et que j'accepte, c'est que nous ayons des lois claires. Ça, oui, avec ça, je suis évidemment très d'accord. Là où je n'accepte pas, c'est qu'on fasse des mauvaises interprétations et qu'on profite d'une mauvaise interprétation pour dire je suis la loi. Avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce que si moi j'arrive dans les Virunga, je paye mes 2800, j'ai le droit d'abattre quand même un gorille. Non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parce que vous n'avez pas, par définition, vous n'avez pas le droit de toucher à une espèce protégée, quelle qu'elle soit. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous allez d'abord devoir demander l'autorisation. La loi en question, je le répète, n'autorise pas l'abattage. Elle tarifie l'espèce en question. Nous venons d'avoir un cas concret là-dessus. Vous avez sans doute suivi comme moi l'actualité. Nous avons une autorité publique au Maniema qui a autorisé l'abattage des hippopotames. Ouais. Cette autorité publique, en posant un acte pareil, se met en infraction par rapport à la loi. On ne peut pas faire ça. Et en plus de ça, avant de prendre une telle disposition, il devait nécessairement, même en tant qu'autorité publique, remonter à la source, c'est-à-dire en l'occurrence à l'ICCN. Ça n'a pas été fait. Et donc des dispositions vont être prises pour, un, stopper immédiatement cette loi, et deux, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce qu'en attendant, on a quand même 2 hippopotames qui sont morts de cette situation. C'est extrêmement dramatique. Et donc, les hippopotames dont je viens de parler ne sont même pas liés à cette loi-là. Ce sont 2 choses complètement différentes. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, ne mélangeons pas tout et de commencer à créer un genre d'écran de fumée où, comme on ne voit rien, on peut faire n'importe quoi. Non, non, non. Super. C'est pas comme Alors, ça. Pour revenir un peu à l'organe CITES, allez-vous procéder à la restructuration de cet organe? Alors là maintenant, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là parce que comme je viens de vous le dire, je ne suis pas là depuis longtemps et le CITES est un appareil un petit peu délicat, donc il faut rentrer là-dedans avec prudence. Et lundi matin, j'ai une séance de travail avec le coordonnateur, donc si vous me réinvitez de nouveau, jeudi ou vendredi la semaine prochaine, je pourrai alors vous donner des explications très claires de quelle sera notre politique. Le ministère a un département de la conservation, l'ICCN aussi, qui gère la conservation, avait carrément dépouillé cette direction de toutes ses prérogatives. Comment allez-vous travailler avec les ministères de l'Environnement pour que ces ministères ou ces départements jouent réellement son rôle, comme cela n'a pas été le cas avec votre prédécesseur? L'Institut congolais pour la conservation de la nature n'est pas un organe de prédation qui s'approprie des choses. Ce n'est pas comme ça que les choses se mettent en place. Nous sommes régis d'abord par des statuts, par des règlements et qui prévoient le champ de travail. Comme vous le savez, l'ICCN est l'organe qui a été mis en place pour surveiller la mise en application de la loi 14 sur la conservation de la nature. Or, il se trouve que les prérogatives de cette loi rentrent en intersection avec certains départements du ministère de l'Environnement. Mais je vous rappelle que nous avons 3 ministères de tutelle à l'ICCN.
l'ICCN, c'est-à-dire justement l'environnement, le tourisme et la défense nationale. Donc la question que vous me posez ici, vous pourriez aussi me la poser, pourquoi est-ce qu'on fait des bungalows dans les parcs parce qu'on n'est pas le ministère du tourisme, ou pourquoi est-ce qu'on a des agents qui portent des armes parce qu'on n'est pas le ministère de la Défense. Non, soyons sérieux. Nous avons une mission globale, ici de conservation de la nature, pour lesquelles nous avons des responsabilités qui incombent au ministère de l'Environnement, nous avons des responsabilités qui incombent au ministère du Tourisme, et nous avons des responsabilités qui incombent au ministère de la Défense. Et c'est l'ensemble de ces trois responsabilités est mis à l'intérieur d'un seul organe qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et avec chacun de ces trois ministères, nous travaillons en interaction. Donc il ne s'agit pas d'aller s'approprier, comme vous venez d'utiliser vous-même le terme, par la force des prérogatives. Non, en effet, ce n'est pas par la force, mais on avait quand même constaté que la direction de la conservation du ministère ne fonctionnait plus. D'autant plus que toutes les questions de la conservation étaient orientées directement vers l'ICCN. Oui, mais bon... Ne plantons pas un arbre pour cacher la forêt et de commencer à essayer de créer des problèmes là où il n'y en a pas. La gestion de l'administration du ministère de l'Environnement revient au ministre de l'Environnement, en l'occurrence Madame la vice-premier ministre, qui d'ailleurs est sur le terrain en ce moment pendant que je vous parle. Revenons-en, si vous voulez, à ma vision de la façon dont l'institution peut être gérée. Parce qu'encore une fois, une institution publique d'une telle taille et justement avec un portefeuille si large, si elle veut fonctionner convenablement, elle doit nécessairement lancer des passerelles de coopération et de communication avec un certain nombre d'institutions publiques ou privées qui sont dans son environnement. Et je peux vous affirmer que le courant passe vraiment très bien avec les ministères du tourisme et de l'environnement. J'ai longuement parlé avec chacun des deux ministres cette semaine-ci. Donc nous avons parfaitement bien aligné nos points de vue quant à la vision de la gestion de l'ICCN. Donc je me sens vraiment à l'aise sur ce point-là. Et d'un jour à l'autre, au début de la semaine prochaine, j'aurai le même genre d'exercice aussi avec le ministère de la Défense. Et tout à l'heure, quand je vous disais que dans le dispositif global dont j'hérite, on constate un certain nombre de dysfonctionnements, ce sont justement ceux-là que vous évoquez ici. Et c'est mon travail maintenant à moi de faire en sorte que les tensions s'apaisent et que la communication devienne fluide entre les différents services. Vous savez que les Congolais ne sont pas très touristiques, notamment parce que l'ICCN ne fournit pas assez d'efforts, ne donne pas beaucoup de facilité aux Congolais de pouvoir visiter. Alors vous êtes là, quelle sera votre politique pour que les Congolais moyens puissent devenir un vrai touriste? Vous me demandez d'expliquer comment je vais prendre les prérogatives du ministère du Tourisme, c'est ça? Non, écoutez, l'écotourisme est une des composantes importantes de l'ICCN et encore une fois, ça fait partie de mes préoccupations prioritaires. C'est de mettre le Congolais à l'aise dans le tourisme dans son propre pays, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de diriger pendant quelques temps le domaine de Bombolou-Méné. Et une de mes grandes préoccupations était que nous avons très peu de touristes nationaux. Alors que plus de 90% de nos visiteurs sont des visiteurs étrangers. Alors c'est évidemment très dommage. Et pour changer ça, il y a toute une panoplie d'actions à entreprendre. La première que nous allons faire, et c'est pour ça que je parle avec vous aujourd'hui, c'est déjà de faire rentrer l'ICCN dans le ménage congolais. Quand vous faites un radio-trottoir, et vraiment je vous encourage à le faire au début, parce que quand vous allez le faire dans 6 mois, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses. Mais quand vous faites un radio-trottoir, vous interrogez un citoyen dans la rue, c'est quoi l'ICCN ? Sur 10 questions, vous allez avoir 3 bonnes réponses. Les gens ne connaissent pas. Donc il faut faire connaître. Pour ça, il faut sortir de l'ombre. Il faut faire connaître nos aires protégées, nos parcs nationaux, nos réserves. Faire savoir qu'ils sont là pour la population congolaise en priorité. Donc il y a un gros travail de communication à faire. Et je peux vous dire que parmi les projets qui me tiennent très à cœur et sur lesquels j'ai commencé à travailler, c'est de faire un documentaire long métrage pour expliquer c'est quoi l'Institut congolais de la conservation de la nature, c'est quoi la mission de la conservation de la nature et surtout, et ça c'est le point clé qui va servir de pierre d'achoppement de ce documentaire, quel est le rôle de l'homme dans la conservation de la nature. Et quand je dis ça, c'est pas seulement les éco-gardes et les agences, c'est aussi les communautés locales, les peuples autochtones, etc. Et donc,
Vous voyez, en travaillant comme ça, à partir d'un long métrage, on va décliner toute une série de capsules en langue locale, etc. Ça rentrera dans les téléphones et donc l'ICCN va rentrer dans les ménages congolais. Interrogez-moi dans 6 mois. Ok, en tout cas, le rendez-vous est pris parce qu'on va vous revenir dans 6 mois. Mais vous héritez quand même d'un établissement où les chefs des sites deviennent de plus en plus des personnes qui travaillent non seulement pour la conservation, mais aussi pour protéger certains intérêts. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Comment allez-vous travailler dans ces conditions et quelle serait peut-être votre politique pour corriger cela? Alors, la situation à laquelle vous faites allusion ici est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est juste encore une fois, c'est le manque de surveillance et d'application de la loi dès qu'on s'éloigne un petit peu de la capitale centrale de Kinshasa ou des grandes villes. Et pour être clair, et j'ai dit ça en entrée de jeu, un des grands défis, c'est déjà simplement le respect des limites des aires protégées. Donc là où on a défini une aire protégée, à l'intérieur de l'aire protégée, il n'est pas question de commencer à faire un puits de pétrole ou de commencer à faire de l'extraction minière quand on est à l'intérieur. Mais si vous avez des personnes mal intentionnées qui tirent la frontière et qui disent non, non, ici maintenant c'est plus chez vous, c'est chez moi, on a un problème juridique. Donc moi je vais me retourner vers notre appareil juridique national, on va porter plainte sur les situations où nous avons des exactions. Et ce dont je vous parle ici, il ne faut pas aller très loin, aller voir la situation sur le parc de Lancellet. Là, il faudra qu'on aille quand même voir qu'est-ce qui se passe. À l'origine, le parc de Lancellet, c'est 2500 hectares. D'après mes informations, aujourd'hui, on a même plus de 300 hectares qui sont encore viables au sens de l'ICCN. Et quand je parle comme ça, je ne vous parle même pas des mines d'or, des mines de colombo-tantalite qui se trouvent à 3000 km de l'autre côté du pays. Donc la tâche est immense. Et j'insiste encore une fois, je vous parle aujourd'hui comme un individu, mais qui est mandaté par une mission officielle de l'État. J'ai quand même 3 ministères clés qui sont en appui de notre démarche. Nous sommes ici avec une volonté clairement exprimée par le chef de l'État, par le Premier ministre. Donc on a une vraie grande mission au nom de l'État. Et ce que je dirais, c'est que si nous réussissons un tant soit peu à remettre de l'ordre dans ce dispositif-là, ça nous amènera sur des situations de pacification, là où aujourd'hui nous avons des situations de conflits extrêmement sérieux qui, dans la plupart des cas, sont liés à la situation que vous venez de décrire ici maintenant, hein, où on essaie de bouger une frontière pour avoir une petite mine de ceci ou une petite exploitation de cela. Donc c'est un vrai grand travail. Raison pour laquelle nous sommes en partenariat avec les forces armées et bien sûr aussi les forces de l'ordre, les forces de police. Et quelle est votre vision de la conservation communautaire? Alors en fait, la conservation communautaire est un des facteurs clés de succès de la conservation de la biodiversité. Parce que ce qu'on entend par conservation communautaire, c'est justement l'implication des communautés locales dans la mission de préservation de la biodiversité. Et c'est un axe de travail sur lequel, pour s'en sortir, on a en fait déjà un certain nombre d'outils en main. D'abord, l'ICCN est déjà doté d'une stratégie de la conservation communautaire, donc il y a des très beaux documents qui ont été faits, mais au-delà de ces documents, l'information est beaucoup trop peu passée à l'intérieur des aires protégées, des parcs et des réserves, etc. Ça, c'est lié aussi très souvent au manque de moyens, aux faiblesses de certains partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc on va encore une fois redonner un petit peu du souffle là-dedans, faire passer des messages, et nous sommes en train de faire ça avec vous aujourd'hui, faire passer des messages pour que justement cette conservation communautaire soit mieux redéfinie et mieux engagée. D'ailleurs, en parlant comme ça me fait penser à un autre sujet qu'on a évoqué rapidement dans cette conversation ici, c'est la question des droits de l'homme. Parce que pour moi, les deux sont liés, ce sont des thématiques transversales qui concernent un petit peu tous les aspects de notre travail, de notre métier. Et je pense qu'en créant une interaction intelligente entre la problématique des droits de l'homme et la problématique de la conservation communautaire, on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants et qui vont tous dans le sens de la pacification des communautés locales autour des aires protégées et de l'amélioration de la coopération entre les communautés et l'institution. Alors, Monsieur Olivier Mouchete, je ne peux quand même pas vous libérer comme ça sans pour autant poser la question sur
cette plume que je vois. Et pourtant, là, vous êtes DG, mais je vois que la plume vous suit toujours. Oui, la plume ne m'abandonne jamais parce que on me l'a plantée sur la tête en octobre 2001, donc ça fait déjà 20 ans ici maintenant. Donc j'ai la chance d'appartenir à la communauté des chefs coutumiers sur le plateau des Batéké. J'en suis évidemment très fier et c'est un héritage que je dois à mes ascendances familiales sur le plateau des Batéké à travers ma mère. Et je pense que c'est aussi un signal fort, encore vous venez de m'interroger sur les communautés locales. J'ai passé une grande partie de ma carrière justement à travailler avec les chefs coutumiers. On a créé une coopérative dans le territoire de Kwamouth qui s'appelle le groupe d'intérêt coopératif et économique du terroir Téké, dans lequel j'ai réussi à mettre dans une même coopérative une dizaine de chefs coutumiers, parce que c'est par la redynamisation et surtout l'augmentation de l'efficacité du pouvoir coutumier local qu'on peut réussir justement ce défi de la conservation communautaire. La mission fondamentale d'un chef coutumier traditionnel est d'assurer le bien-être de sa population, ce qui veut dire qu'il doit la nourrir et la protéger. Pour nourrir une population, vous avez besoin de l'environnement qui est juste à côté. Donc il faut lui aussi le protéger pour s'assurer de nourrir. C'est ça la mission fondamentale du chef coutumier. Vous savez, une petite anecdote, hein, parce que, au début, quand on a mis en place le projet Ibi Batéké, j'ai dû évidemment faire des voyages internationaux pour expliquer ce qu'on faisait. Et j'étais à Washington à la Banque mondiale. Et dans mon équipe, nous étions 3. Et en face de nous, il y avait 17 personnes de la Banque mondiale. Et alors, il m'interrogeait de savoir quelle était ma légitimité à moi dans le territoire où on allait travailler. Ouais. J'avais déjà mon chapeau et je l'avais mis comme aujourd'hui sur la table, comme tout le monde pouvait bien le voir. Okay. Alors j'ai dit, vous voyez la plume qui est là, hein? Cette plume-là, c'est pas moi qui ai mis ça sur mon chapeau, ce sont mes oncles derrière qui ont mis ça, qui m'ont mis un cordon ici et qui disent, maintenant tu es avec nous, tu vas nous représenter dans le monde entier. Okay. C'est pour ça que je suis ici. Hein? Et donc je suis là en tant que représentant des communautés locales. Et vous pouvez me considérer comme ça. Super. Mon cher ami, tout le monde s'est assis, on a commencé à discuter. Non, ça c'est très bien. Et nous vous souhaitons déjà un très bon mandat à la tête de l'ICSN et nous espérons qu'avec vous, les choses vont changer. Mais déjà, je suis en train de chuter. Je voudrais savoir tout de même, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'Olivier Mouchetté va bouger les lignes pour que les budgets de l'État puissent bouger? Parce que votre prédécesseur ne cessait de nous répéter que l'État ne donne pas grand-chose à l'ICSN pour fonctionner. Est-ce que vous avez des mécanismes spéciaux pour pousser l'État à donner plus de moyens à votre politique? Écoutez, moi j'arrive ici non pas avec une baguette magique, mais avec un certain nombre de... D'abord avec une vision, avec un certain nombre d'outils pour travailler. Donc je pense qu'on peut être assez convaincant. Comme je le disais à l'instant, il faut toujours rappeler que l'ICSN est une institution publique de l'État dans laquelle, en tant que directeur général, j'ai évidemment un niveau assez élevé dans la hiérarchie de notre appareillage exécutif à l'échelle nationale. Donc il faut se donner les moyens de faire entendre sa voix. Je représente quand même aussi 4000 agents, 25% du territoire national et je suis soutenu par 3 ministères clés. Donc si ça, plus ça, plus ça, plus ça ne nous parvient pas, n'est pas encore suffisant pour déclencher les processus dont nous avons besoin pour marcher, on en trouvera d'autres. Hein. Il ne faut pas se décourager. Et ça, je tiens beaucoup. Il faut avoir confiance dans les institutions de notre République. Que nous avons des belles institutions et l'Institut congolais de conservation de la nature est une formidable institution. Et donc, c'est mon travail qui m'a été confié ici de le revaloriser et je le ferai de manière à ce que tous les intervenants, à tous les niveaux, soient convaincus du bien fondé de cette mission. Et si je parviens à faire ça, je réponds alors à votre question. Sinon, j'irai retourner planter mes arbres sur le plateau de Batéké. Ok. Ma dernière question, monsieur le DG, c'est lié à l'insécurité dans les aires protégées. Comment allez-vous affronter cette question? Mais nous sommes déjà confrontés à cette question, donc on ne va pas aller l'affronter, on est déjà face à face avec ça. Ouais. Les parcs sur lesquels nous avons des problèmes majeurs sont évidemment essentiellement sur les frontières de l'Est, hein, depuis la frontière avec le Soudan du Sud jusqu'aux frontières avec
la Zambie et la Tanzanie dans le sud. Donc c'est une question globale sur laquelle nous travaillons de façon systématique. Ma grande fierté, c'est que notre corps PPN, donc le corps des éco-gardes de l'ICCN, est déjà actif sur le terrain, en partenariat étroit avec les forces armées de la République démocratique du Congo et en partenariat étroit avec nos institutions de renseignement et d'information. Donc nous sommes déjà activement saisis de la question, l'objectif étant maintenant de réussir à atteindre la pacification. Alors pour ça, en plus de l'action, je vais dire strictement armée, l'action strictement de renseignement, de savoir qui est qui et qui fait quoi, il y a l'action, et nous venons d'en parler assez longuement, de la conservation communautaire. En fait, si vous voulez, ma vision de la chose, c'est de réussir à protéger nos réserves, nos parcs nationaux avec un genre d'écorce. Qui serait une écorce protectrice, un peu comme vous avez une écorce de mangoustan. Ouais. À l'intérieur, vous avez des fruits très succulents mais très fragiles, mais à l'extérieur, vous avez une peau solide et dont le tissu provient du même embryon que le jus qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qu'on doit réussir, à travers justement la conservation communautaire. Et l'écorce armée, ce sont nos éco-gardes, nos militaires, etc. Alors vous êtes quand même parmi ceux qui suivent Environ News très, très souvent, qui lisent. Je voudrais quand même que vous puissiez placer un mot sur le travail que fait Environ News. Écoutez, le travail que vous faites en tant que journaliste spécialisé sur le secteur de l'environnement est assez fondamental parce que vous m'avez posé des questions, mais dans certaines des questions que vous m'avez posées, l'outil de travail, ça va être vous. Donc on va se retrouver nécessairement. Exactement. Je suis moi un fervent admirateur des organes de presse, des organes de communication. Comme vous le savez mieux que moi, vous êtes journaliste, mais aujourd'hui nous avons à notre disposition des outils de communication à travers les réseaux sociaux, à travers les smartphones que nous utilisons tous les jours qui sont remarquables, quoi. Encore faut-il les utiliser à bon escient. Parce que vous savez que nous sommes inondés par toute une série de fake news, de fausses informations, de diffamations, etc. Nous, et grâce à vous, devons maintenant réussir à faire passer des informations pertinentes, précises, probantes. Et ça, c'est votre métier. Voilà. Monsieur le DG, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ouais. Je pense que ça, c'est un prélude de ce que nous allons faire avec vous pendant votre mandat. Ouais. Et nous souhaitons un fructueux mandat à la tête de cette institution. Et prochainement, nous reviendrons vers vous peut-être pour faire les points sur vos premiers pas, sur vos premières mesures, sur vos premiers projets dans la conservation et dans le relèvement de cette institution. Je vous remercie pour cette disponibilité. Quant à moi, je vous dis aussi déjà au revoir. Je pense que M. Olivier Moucheté, le directeur général AI de l'ICCN, vous a donné suffisamment d'informations. Moi, je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité à cœur ouvert. Prenez rendez-vous avec nous sur la même chaîne et à la prochaine. Merci.